Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. Ravi de vous retrouver. Au programme ce soir, du basket, du hockey sur glace, le Dakar mais aussi le trophée Jules Verne. 85 chrono, c'est parti. Et pour débuter cette émission, nous avons en plateau l'équipe des Sables Vendée Basket avec à ma droite d'abord Denis Mété, le manager général du club. Bonsoir Denis. Bonsoir. À ma gauche, François Sens, l'entraîneur du club tout simplement. Et puis Louis Prolac, le joueur. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et puis pour m'accompagner à côté de Denis à ma droite, Sébastien Soulard, notre chroniqueur basket. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Paul. Ça va ? Oui, très bien. Nouvelle année. Nouvelle année. Toujours en basket, on parlera aussi, pas que des Sables, on parlera du Smatch, de Chaland, du RVBC, beaucoup de basket au programme ce soir. Un petit mot aussi du Dakar, du trophée Jules Verne également. Et puis enfin, vous en avez l'habitude, on terminera avec un peu de hockey sur glace, un mot de volley, puis évidemment un tour d'horizon des classements et de tous les résultats de nos équipes vendéennes ce week-end. Je vous propose qu'on commence par un résumé du match avant d'en parler ensemble. C'était donc le match de vendredi, c'était face au Pôle France. On en parle, comme je vous le disais, juste après. Et pour ce premier match de l'année 2026, à domicile, les Sables Vendée Basket recevaient donc les jeunes du Pôle France, une équipe composée de jeunes de 14, 16, 17 ans, issus de l'INSEP. Alors, premier quart-temps, les Sablés peinent à faire la différence. Les visiteurs répondent présents et jouent sans complexe et tiennent tête aux Vendéens à l'image de ces actions. Et à l'issue du premier quart-temps, les deux équipes sont dos à dos, 23 partout. Le deuxième quart-temps reste sur le même rythme. Le Pôle France continue de bien défendre et s'appuie notamment sur Nathan Soliman, très en vue offensivement. Les Sablés prennent un léger avantage avant la pause, 42-37, mais ne se sont pas encore totalement détachés de leur adversaire. Et puis au retour des vestiaires, c'est la bascule. Les Sablés vont hausser le ton, trouver un peu plus de rythme, notamment en attaque. Comme je vous le disais, donc 42-37 à la mi-temps, notamment grâce à Sayan Arisic et puis Louis Prolac que nous avons en plateau. L'expérience vendéenne commence à faire la différence face à une jeune formation, forcément, qui commence à tirer la langue, notamment physiquement. Et puis dans le dernier quart-temps, le Pôle France va totalement accuser le coup. Les espaces se libèrent et les Sables en profitent pour dérouler. Score final 90-70, 20 points d'écart pour les Sablés. Nette victoire qui lance parfaitement l'année 2026. Et puis une troisième victoire consécutive, surtout à noter, pour les Sablés. François, qu'est-ce qu'on retient de ce match ? On retient qu'on a réussi à retrouver un petit peu de rythme en deuxième mi-temps. Il fallait un peu évacuer ces fêtes de fin d'année. On s'était bien entraîné. On venait de retrouver la salle depuis 2 jours. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait besoin de retrouver ce rythme. On est tombé sur aussi un très grand Nathan Soliman en première mi-temps. Et puis au fur et à mesure du match, on a réussi à recaler un petit peu les choses qui étaient un peu moins huilées en première mi-temps. Et voilà, on a réussi à se rendre le match facile pour les 15 dernières minutes. C'était bien. Puis on a fait un peu plus plaisir au public. Satisfait donc de cette victoire Oui, on est satisfait. On sait que c'est jamais évident. Ils restaient sur deux beaux résultats. Ils avaient perdu de très peu de points contre Lorient chez eux. Ils venaient de battre Rennes à Rennes. Donc voilà, c'était important pour nous de prendre ce match, de confirmer nos deux victoires avant la trêve. Donc voilà, très bien. Le seul petit bémol, c'est la blessure à l'ischio de Chergasama. Mais voilà, tout n'est pas parfait. Tout ne pouvait pas être parfait. On l'a vu, on l'a pas sur les images, mais sur une action où il peine à se relever, c'est à ce moment-là qu'il se fait mal. Non, c'est sur un sprint, un repli défensif où il vient sprinter, il sent une petite alerte au niveau des ischios. Et puis bon, c'est des athlètes. Donc à un moment donné, on a préféré le sortir tout de suite. Et bon, je pense que malheureusement, il sera encore un petit peu juste pour le match de vendredi. Mauvaise nouvelle, donc après ce match... Ça fait partie, c'est les aléas d'une saison. On a construit un effectif à 11. On sait que les saisons en NM1 sont de plus en plus longues. Donc ça fait partie des aléas. Ce sera à d'autres joueurs de prendre le relais. Et Louis, justement, est-ce qu'on joue différemment quand on est une équipe de jeunes comme ça en face de nous ? Non, je pense pas, parce que depuis que je suis là, moi, c'est une équipe qu'on prend tout le temps au sérieux. On ne s'estime pas que ce soit des jeunes. Et ce que j'avais dit aux gars, depuis que vraiment je suis au Sable, on les prend vraiment au sérieux et on n'a jamais eu trop de problèmes à les battre. Donc franchement, j'étais confiant avant le match. Je leur ai dit qu'il fallait qu'on gagne. C'était victoire obligatoire, surtout à domicile, avec les objectifs qu'on a. Et je trouve qu'on a été sérieux. Voilà, on a même
un peu de temps à se mettre dedans, mais après derrière, non, on les a respectés et puis on a joué sérieusement et puis voilà, on a gagné de 20 points, on a montré que y avait un écart, mais je pense que si on les prend au sérieux, il y a pas de problème. Oui, et puis ils ont fait, pour parler rapidement de Paul Froisse, ils ont fait une bonne première mi-temps, franchement, pour des jeunes. Ils ont réussi, sur certaines actions, à vous tenir tête défensivement aussi. Oui. Après, on avait un engagement, on voulait jouer du jeu rapide, mais c'est vrai qu'on a lâché 2-3 ballons sur des situations qui auraient dû nous permettre de prendre un écart. Et puis finalement, on les a laissés dans le match. Et puis c'est aussi les qualités de la jeunesse, c'est qu'ils ont été très enthousiastes, ils ont pris de la confiance et c'est vrai qu'ils nous ont mené la vie dure en première mi-temps. Maintenant, on savait aussi qu'en recadrant certains aspects du jeu, on avait la marge pour se rendre le match facile et c'est ce qu'on a fait en deuxième. Sébastien, est-ce que tu as une question, toi, sur le match de samedi ? Alors, vous avez bien résumé la chose. À la mi-temps, comment ça se passe justement quand on voit que c'est assez difficile de prendre un petit peu de distance par rapport à l'adversaire ? Quel discours à apporter en tant qu'entraîneur ? Est-ce que le capitaine aussi prend ses responsabilités à ce moment-là ? Ouais, alors sur la mi-temps, ça a plutôt été moi qui ai parlé. Parfois, il y a les joueurs qui parlent aussi un petit peu. Mais là, on a surtout essayé de cibler deux, trois facteurs du jeu. On a la chance, à ces niveaux-là, d'avoir aussi les statistiques. Donc, on savait qu'en termes de ballons perdus, par exemple, on avait perdu un petit peu trop de ballons sur des choses qui étaient faciles. Donc, on voulait vraiment... On peut accepter de ne pas marquer en prenant les tirs, mais pas en perdant les ballons. On savait aussi qu'ils avaient été plutôt performants sur nos tirs quand on n'était pas organisé au rebond pour prendre du jeu rapide. Donc, c'était vraiment les deux axes cibles qu'on avait voulu privilégier sur la deuxième mi-temps. Et on s'est dit, il faut y aller étape par étape, action après action, en se concentrant sur ces 2 points centraux. Et si on fait ça, on va se rendre le match facile, et c'est ce qui s'est passé. Et puis cette victoire, on va regarder le classement. Cette victoire, elle vous permet de rester dans le top 7 pour aller chercher forcément cette montée en Élite 2. Je pense qu'on en reparlera après. Donc avec 29 points, à égalité avec Fougères. Et puis pas trop loin devant, il y a quand même Tours et Lorient. Mais un petit matelas aussi sur les équipes de derrière que vous avez globalement battues, même s'il y a eu forcément quelques défaites dans cette saison. Un petit mot aussi en National 2, on va redescendre d'un cran, où Montaigu s'est incliné 88-59, grosse défaite à Toulouse, mais qui reste 7ème, vous le voyez, avec 20 points, on va dire, dans le ventre mou, au milieu de tableau de cette National 2. François, 6ème actuellement de National 1, on est dans les clous, on est dans l'objectif. L'objectif, c'est de confirmer, comme disait Denis tout à l'heure en antenne. Le club, il a sa 6e saison en NM1, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu une année, l'année du Covid, je crois qu'ils étaient dans la poule du milieu. L'année dernière, on a réussi à se qualifier pour la poule haute. Les autres fois, c'était la poule basse. Donc voilà, on essaye de faire changer un petit peu le statut du club. On a travaillé dur l'année dernière pour faire une belle saison. On veut la confirmer cette année, montrer qu'on fait partie des clubs qui comptent en NM1. Et pour ça, c'est important de valider ce top 7. Après, on verra aussi cet objectif d'aller chercher les playoffs. Mais voilà, une étape à la fois. Pour l'instant, c'est important de prendre les matchs sur les équipes qui sont derrière nous pour les laisser derrière nous et aller jouer ce top 7. Et puis, on veut aussi maintenant aller chercher des victoires sur les équipes du top pour avoir des victoires qui comptent double. Mais voilà, pour l'instant, on est focalisé sur cette équipe de Chartres, sur le match de vendredi, pour continuer à les laisser derrière nous et continuer à exister dans ce top 7. Justement, Denis, vous validez, j'imagine, ce que dit François. On est satisfait, on est dans ce qu'on s'était dit en début de saison, dans l'objectif ? Oui, on est dans les objectifs. C'est la poule haute, forcément. Comme l'an dernier, l'objectif initial, c'est de faire les playoffs. Voilà, on a fait un super début de saison. Au-delà des espérances, novembre-décembre a été un peu moins bon avant une réaction, et puis on est sur trois matchs gagnés consécutifs. Donc forcément, on est content, on est satisfait. Maintenant, on est compétiteur, on veut tous gagner tous les matchs. Janvier, ça sera un mois clé, puisqu'on a des matchs importants. La poule est très serrée, très peu d'avance sur les 8e et le 9e, même le 10e, et puis on est tout près de la 2e place aussi. Donc ça va jouer en janvier, je pense que les joueurs en sont bien conscients. Malheureusement, Cher s'est blessé, mais on a quand même récupéré aussi des joueurs en forme. Donc maintenant, le challenge est relevé pour janvier.
Oui, et puis vous l'avez dit, il y a eu ce petit trou d'air, c'était Lorient, le Valois, je crois, il y avait eu ces 2 défaites, il me semble que c'était au mois de décembre. Et ben on va parler du cran au-dessus, on va parler d'Élite 2 avec Chaland. Je vous propose qu'on regarde ces images. Le VCB qui ne compte toujours pas de victoire, mais qui est très mal payé après ce match. Les hommes de Sébastien Lambert qui perdent dans les toutes dernières secondes, qui se déplacent à Caen, un match crucial pour le maintien. Les Chalandais qui se sont inclinés après avoir dominé tout le match. Ils ont mené 39 minutes et puis se tirent un petit peu désespérés à 3 points. Victoire de Caen 78-76, un vrai hold-up, hein. C'est pas mes mots, ce sont ceux du coach Canet. Et donc une nouvelle victoire pour le VCB. Il va falloir relever la tête, on est à la moitié de la saison, une seule victoire. On va regarder au classement, ils sont toujours derniers d'Élite 2. C'est un petit peu compliqué pour les Chalandais, sachant que ce match, je vous le disais, Caen qui eux sont 18e, donc c'était un peu un match contre double. Ça aurait permis à Chaland de se redonner un petit peu de confiance, et puis Quimper devant avec 5 victoires. On va parler aussi de Wonder League avec le RVBC, c'est presque le même scénario, vous allez voir, Wonder League, scénario presque similaire. Les joueuses de David Gauthier restaient sur 4 victoires en 5 matchs, elles se sont inclinées à la dernière seconde. Il reste 1 seconde, regardez le compteur juste en bas, on est à Montpellier. Alors qu'elle venait de perdre un ballon, les Lyonnaises. Et là, dans la raquette, hop, terminé. 70-68. Scène de joie forcément en face, mais assez hallucinant de perdre 78-68. On a vu la déception après des joueuses sur les images. C'était incroyable. François, une passe comme ça dans la raquette à la dernière seconde, qu'est-ce qu'on dit après dans le vestiaire? Oui, bah après, il faut aussi donner du crédit à l'équipe de Montpellier qui a très bien joué le coup, et notamment la joueuse qui bloque le défenseur. Voilà, ça a été bien joué. Et je pense pas que ce soit forcément une mauvaise défense, mais la passe et le démarquage ont vraiment été bons. Enfin, c'est juste à la dernière seconde, quoi. Parce que on voit pas l'image, mais juste avant, elle perd le ballon. Oui, je pense que le regret, il est plus sur la balle perdue précédemment, que sur là, c'est bien joué de l'équipe adverse, mais quand on a une balle pour prendre l'avantage décisif à la fin et qu'on perd la balle, il n'y a rien de plus frustrant. Et puis après, dans les vestiaires, ça doit pas être... Oui, après, je pense qu'ils auraient signé tout de suite pour aller accrocher Montpellier à Montpellier. Elles ont fait un gros match. Voilà, malheureusement, c'est le sport, parfois c'est cruel. J'espère pour elles qu'elles auront d'autres scénarios et avec la pièce qui tombera du bon côté. Bon, je vous le disais justement, 4 victoires lors des 5 derniers matchs. On va regarder justement ce classement de Wonder League, parce que grâce à cette bonne série, malgré cette défaite un peu frustrante forcément, les Lyonnais sont 8e et à égalité avec Lyon, avec l'Asvel qui est 9e, qui joue plutôt le haut de tableau. Mais voilà, La Roche qui est dans le top 8 et qui est sortie de cette zone de play-down. Un petit mot sur l'actualité du club également. J'ai 2 infos très importantes à vous donner. D'après nos confrères de l'Écho républicain, David Gauthier, donc l'entraîneur du RVBC, devrait succéder à Valérie Demory, qui était sur le banc de l'AT Montpellier. Donc le match de ce week-end, les images qu'on vient de voir. Affaire à suivre, parce qu'il a signé jusqu'en 2028. Et puis deuxième information, cette fois-ci signé Ouest France, toujours en difficulté financière. Le RVBC, vous le savez, depuis plusieurs saisons, pour pérenniser le club au plus haut niveau, au Wonder League en première division. Il y a un plan de continuation qui a été créé, donc affaire à suivre également. On va parler de National 2 féminine, on va redescendre un petit peu avec le SMATCH qui, pour le premier match de cette année 2026, recevait l'Avenir Basket de Chalosse lors de la 11e journée de National 2. Un rendez-vous important face à un adversaire mieux classé avant la rencontre, avec une victoire supplémentaire. Et le début de match est accroché, les Vendéennes mettent de l'intensité, mais Chalosse répond coup pour coup, les 2 équipes se neutralisent et se quittent sur un score de parité à l'issue du premier quart-temps, 14 partout. Le scénario est similaire en début de deuxième quart-temps, jusqu'au moment où le SMATCH décide d'accélérer. En l'espace de 4-5 minutes, juste avant la mi-temps, les Herbergementaises font exploser la rencontre. Défense agressive, vous voyez, rythme un peu plus élevé et efficacité offensive. Les Vendéennes prennent le large et rejoignent les vestiaires avec une avance assez impressionnante, 48-24, tout simplement le double de points de leurs adversaires. Et puis au retour des vestiaires sur le parquet, la domination vendéenne va se poursuivre. Le SMATCH va totalement étouffer son adversaire. Vous avez vu 48-24, verrouillé derrière en défense. Il faut dire aussi que les visiteuses ont manqué d'adresse. Mais
Les Vendéennes enchaînent les paniers, incapables pour les visiteuses de freiner la vague bleue. L'écart ne cesse de grandir et frôle même les 40 points d'écart lors du troisième quart-temps. Et dans le dernier quart-temps, forcément, les Vendéennes relâchent un petit peu le rythme, mais la victoire ne fait plus aucun doute. Faudil Benabidi en profite même pour faire jouer 2 U18, Lina Chifolo et Léane Pacro. Et le match s'impose donc 93-65, une belle victoire pour débuter 2026. Et on va le voir au classement, cette victoire leur permet de monter sur le podium de National 2 féminine, elles qui viennent tout juste de monter de National 3, qui était en National 3 la saison dernière. Donc pour un promu, c'est une belle performance. Et puis l'équipe de La Roche Espoir qui est 11e. Je vous propose qu'on les écoute, qu'on écoute justement le coach et la capitaine. C'était ce week-end après le match. Oui, une victoire qui nous fait du bien parce que c'est jamais facile de reprendre la saison là. Parce qu'il y a eu les fêtes, donc on s'est reposé aussi. Et donc très satisfaite de ce match puisque en plus Chalosse est un adversaire direct. Un début assez compliqué pour trouver nos marques, le rythme, mais voilà, au fur et à mesure... avec une bonne défense, on s'est accroché et puis offensivement on a bien partagé le ballon et du coup on fait une belle victoire très importante. On le craignait ce retour de fête. On s'est arrêté 15 jours et avec les intempéries de cette semaine, on ne s'est pas entraîné comme on le devait. Donc évidemment on était un petit peu sur la pointe des pieds sur le début de match. Et après on a déroulé, c'est un très très bon match et très bonne reprise de championnat effectivement. Avec un panier average important, donc il ne faudra pas le perdre en allant là-bas. Mais bon, ce qui se dessine un petit peu, c'est notre maintien qui va peut-être se faire assez rapidement. Je pense qu'à 9 victoires, on est maintenu. Donc on est à 7 là, bon voilà, ça c'est le premier objectif de l'équipe. On ne savait pas où on allait mettre les pieds, puisqu'on arrive de National 3, pas le même niveau, pas le même rythme, voilà, plus d'entraînement. Agréablement surpris par le groupe, une bonne réception collectivement. Voilà, on a perdu 2 matchs, un de 2 points chez nous contre Dimont et on va perdre après prolongation à Orthez. Et on ne va pas compter sur du Basketland parce qu'on est passé littéralement à côté. Et là, on a le droit de passer de temps en temps sur un match. Bon, c'était Basketland. Non, très positif. Et forcément, du coup, le SMATch qui est 3e, super première saison en National 2 féminine. On va parler football, un petit mot de football à présent. Un point sur les transferts, on est en période de mercato, forcément pour nos 2 clubs de National 2. On a eu 2 arrivées du côté du Vendée Football Club avec Enzo Valenti, défenseur central qui vient de Villefranche, national. Aristide Mateta, lui latéral droit qui vient de Laval, donc c'est en Ligue 2. Il jouait plutôt avec la B, mais il a joué un petit peu avec la 2. Un départ, celui du défenseur Djibril Kouma qui est parti à Versailles, un cran plus haut en national, et puis une arrivée au VHF, aux Herbiers, Lénie Perrodo qui vient de Beaucouzé, on est en régional 1, on est un petit peu en dessous. Et puis toujours en football, mais pas que ce week-end, tous les matchs niveau national ont été annulés, c'était pas qu'en football, il y a aussi en rugby, gros impact sur le calendrier pour les clubs, et je vous propose qu'on écoute l'entraîneur du Vendée Football Club, donc du club de La Roche, et FCY, les 2 qui jouent sur le même terrain, qui jouent à Henri Desgranges. Écoutez-les. Pour l'équipe, c'est toujours difficile à négocier, dans le sens où on se prépare pour jouer les matchs et même si on pouvait l'anticiper avec le scénario de la neige et puis après la pluie, le dégel, on pouvait plus ou moins anticiper. C'est ce qu'on a fait. On avait déjà anticipé un match amical au cas où et on n'a pas été surpris, quoi. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce type de décision de la part de la mairie. On se préparait à jouer ce match. Voilà, les garçons voulaient jouer ce match. Les garçons ont hâte de reprendre le championnat, ont hâte de retrouver le terrain. Et c'est vrai que ce matin, quand on l'a annoncé, c'est vrai qu'il y avait des têtes qui n'étaient pas forcément joyeuses. Ouais. C'est un match qui va être reporté sur une date qu'on ne maîtrise pas encore, avec un enchaînement de matchs qui va être assez conséquent. Donc minimum 4 matchs, maximum 5 matchs, suivant la date dans laquelle elle sera remise. Donc on n'est pas un sport pro aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, donc nous quand on joue 3 matchs d'affilée, le match de coupure nous fait du bien. Les organismes vont être mis à rude épreuve pendant cette période-là, donc un
un gros challenge sur la gestion et l'intégrité physique des mecs sur cette période-là, quoi. Et puis enfin en football, élimination ce week-end pour les féminines de l'ESOF de La Roche, éliminées au tir au but 3-2 contre Caen. Un petit mot aussi du rallye Dakar, forcément avec deux Vendéens partis en Arabie Saoudite. On a d'abord Thierry Betty sur sa moto qui est 82e au soir de la 8e étape, et Ronan Chabot avec son acolyte Gilles Pilot qui sont eux 26e. Belle performance au soir de la 8e étape. Je vous propose de l'écouter justement, Ronan Chabot, c'était samedi lors de la journée de repos, on a réussi à l'avoir en visio, écoutez-le. On est à peu près à notre place. Hier, on a eu un problème d'intercouleur, donc on manquait de puissance. On a perdu l'eau du bocal, donc le moteur s'est mis un petit peu en sécurité. On n'est pas resté sur la piste, mais on a perdu un petit peu de temps. C'était une très belle journée de dunes. Les paysages sont magnifiques. Alors, on est dans la course, mais de temps en temps, on a quand même des flashs qui permettent de faire des arrêts, et les paysages sont grandioses, quoi. Donc voilà, bilan de cette première semaine, on est 29e au général, on a perdu 3 places hier. Alors, c'est des petits écarts après. On sait que la deuxième semaine, on rentre vraiment dans le Dakar. Il y a la fatigue des hommes, la fatigue des véhicules. Mais d'une façon générale, ça va quand même très très vite. Il n'y a pas beaucoup de voitures arrêtées sur la piste, malgré la difficulté des spéciales. Et puis même si c'est très fatigant, on prend beaucoup de plaisir à être là quand on a de la chance d'être là. Puis on vient pour ça un peu. Et donc, je vous le disais, un 26e, pas 29e, 29e, c'était au jour de repos, c'était samedi. Et ben, je vous propose qu'on reparle de basket. On va revenir au LSVB, au Sable. On l'a dit, donc début de saison 6e, on a parlé des objectifs. Le projet global cette saison, j'avais fait un entretien avec le président Nicolas Seferiadis qui nous disait, bon, voilà, l'objectif, ça serait quand même de rejoindre Chaland en Élite 2 d'ici les prochaines saisons. C'est validé ? Oui, forcément, quand on a un outil pareil, c'est forcément de viser plus haut. C'est une salle qui, en N1, est surdotée. Maintenant, il faut y aller étape par étape. Il faut déjà s'acclimater à cette nouvelle salle. On a recruté des bénévoles, on a des salariés en plus. On essaie de grandir, de structurer, et puis de pouvoir être apte à challenger les meilleurs budgets, parce qu'on n'aura pas le meilleur budget de la N1 pour monter. D'ailleurs, je voudrais faire un message aux Chalandais, leur souhaiter le meilleur courage possible. Ils ont fait une super saison l'année dernière. Cette année, elle est plus compliquée, mais eux, ils espéraient pas monter. Enfin, ils n'avaient pas budgété cette montée parce que, mais ils ont renversé les montagnes pour monter. Et on voit que quand on doit se préparer en 2 mois, c'est compliqué. Donc voilà, ça se prépare. Pour l'instant, on ne parle pas d'élite 2 dans l'immédiat, mais avec l'outil, on est obligé d'y réfléchir, de l'avoir dans un coin de la tête. Vous parlez d'outils, on parle bien sûr de l'Arena, des Sables d'Olonne. Oui, forcément, bien sûr. Ça change de beaux séjours. Ça change, il fait plus chaud, c'est plus grand, c'est mieux éclairé, il y a un meilleur son. L'image aussi, voilà. Donc non, ça nous a transportés dans une autre dimension. Toi, Sébastien, qu'est-ce que tu vois là pour la deuxième partie de saison ? Parce que je vous le rappelle, le top 7, ça se joue après sur un mini-championnat qui permet d'accéder à l'élite 2. Toi, qu'est-ce que tu vois, Sébastien, pour cette deuxième partie de saison, avec une première partie réussie, on peut le dire, des Sables qui sont dans le top 7, dans les objectifs, on en a parlé. Bah oui, c'est votre meilleur classement, en tout cas. On arrive à mi-saison, par rapport aux années précédentes. Donc là, l'objectif d'être dans les playoffs, pour l'instant, il est largement possible. Au niveau justement de ce niveau de poule, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez que le niveau est homogène pour la poule qui va venir après mi-saison ? Comment ça va se passer pour vous ? Par expérience, François a aussi beaucoup d'expérience en N1. On compare souvent la poule A, la poule B, qui est la plus forte, qui est la plus faible, et on a des surprises tous les ans. On essaye de... ça entretient nos journées, on essaie de spéculer un petit peu, mais en fait, la réalité du terrain, les blessures, les méformes, les équipes qui peuvent se renforcer aussi. Donc la vérité du mois de janvier, c'est pas celle du mois de mars et du mois d'avril. L'année dernière, on était passé ric-rac en 7e position, et puis d'entrée, on avait réussi à gagner les matchs et à créer la surprise, clairement, pour aller jusqu'en play-off. Donc pour l'instant, il vaut mieux vivre au jour le jour. La deuxième phase, c'est la deuxième phase. Pour l'instant, on est sur la première. Et nous, c'est très serré pour réussir à passer dans cette poule forte. D'accord. Et est-ce qu'on s'inspire de Chaland quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire la saison dernière ? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu ? Vous voyez ce qui se passe ou on essaye d'occulter un peu ce côté-là ?
En fait, Chaland et nous, on prend toujours les bonnes idées là où elles sont. Mais Chaland a un autre projet que le nôtre. C'est un bastion du basket, même français, puisqu'ils ont été jusqu'en Coupe d'Europe il y a de nombreuses années. Mais leur développement n'est pas le même que le nôtre. Nous, on a un club neuf qui se construit. Ça nous donne aussi des avantages. Et chacun a un peu son histoire. Après... ce qu'on voit surtout, c'est qu'au-delà de Chaland, on voit Quimper qui est monté aussi en étant champion de France. Ils sont avant-derniers aussi. Donc cette Elite 2 est très, très concurrentielle. Il y a un vrai palier à passer. Donc voilà, pour l'instant, nous, on va plutôt essayer de penser à se structurer encore, même si maintenant on a dépassé les 20 salariés et qu'on travaille pour ça. Mais être plus solide encore. Et si un jour on a la chance d'aller en Elite 2, essayer d'avoir le plus d'armes possible. Et rapidement, Lou, est-ce que dans le vestiaire, sur le terrain, vous en parlez entre vous de la montée ou c'est pas encore dans les débats? Non, on n'en parle pas. On est conscient que l'année dernière, on a fait une saison exceptionnelle et que cette année, on a bien débuté. Peut-être qu'on s'est enflammé aussi un peu par rapport au début de saison. Et on a vu que le mois de décembre, enfin octobre, novembre, décembre, on a des contre-performances. Non, c'est pas l'objectif. On veut revivre une saison comme on a fait l'année dernière. Mais voilà, il faut y aller étape par étape. Le club grandit. L'Arena, ça a mis un vrai coup de boost, c'est vrai. Mais je pense que voilà, il faut y aller step by step, comme l'a dit Denis. On va essayer déjà d'accrocher cette poule haute. Après, d'essayer d'accrocher les playoffs. Et après, bien sûr, en playoffs, c'est des matchs couperés. On jouera à fond, forcément, pour aller le plus loin possible, comme on a fait l'année dernière. Mais il ne faut pas brûler les étapes, je pense. Je pense que cette année, on en a parlé un peu. Je pense que ça nous a joué des tours. On a un peu brûlé les étapes quand on était à 7-1. Et on a eu une période un peu creuse au niveau des victoires. Donc non, il faut rester notre club de National 1 des Sables, tranquille, avec un club qui se développe et qui va se développer. Mais il faut pas... Moi, je suis fan de Paris. Paris n'a pas gagné la Coupe d'Europe malgré des moyens financiers extraordinaires. Donc il faut prendre le temps. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a un moment, je crois que c'était au mois d'octobre, vous êtes premier. Il y a une ou deux journées où vous êtes premier, on commence à se dire, est-ce que les Sables peuvent aller... Mais tout le monde s'enflammait. Tout le monde, les dirigeants, les bénévoles, les joueurs. C'était normal avec la saison dernière, plus la nouvelle salle, plus le début de saison. Tout le monde s'est enflammé. Et je pense qu'on est revenu, on en a parlé souvent, mais on est revenu à notre place. Je pense qu'il nous manque une ou deux victoires quand même supplémentaires aujourd'hui. Mais on est revenu un peu dans notre place où on doit être aujourd'hui, je pense. Est-ce que tu as une dernière question, Sébastien, rapidement avant J'avais une question sur les recrutements, justement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une cellule de recrutement? Est-ce qu'il y a des ponts qui sont réalisés entre différents clubs qui sont peut-être un petit peu plus haut, en Pro B, en Pro A? Alors, on essaie toujours d'avoir des contacts avec les grands clubs qui sont susceptibles de nous prêter des jeunes joueurs, par exemple. On a recruté cette année un joueur de Monaco qui était en espoir à Monaco. L'objectif, c'est le recrutement se fait à plusieurs, avec le coach, avec Clément, l'assistant aussi. On a une cellule, on regroupe un maximum d'informations et de noms, et puis après, c'est au staff de faire ses choix, à moi d'arbitrer financièrement avec le président. Mais c'est un recrutement qui s'est voulu tourner vers la jeunesse, vers l'expérience aussi, puisqu'on a pris un joueur américain qui avait beaucoup de saisons derrière lui. C'est plutôt une complémentarité qu'on cherche, plutôt que de faire des coups, quoi. C'est surtout pour que le club continue à grandir. Je vous propose qu'on clôture notre chapitre basket. On va parler rapidement de handball avec la victoire ce week-end en D2 du RVHB de La Roche à Nîmes 33-32 sur le fil, ce qui leur permet, vous allez le voir au classement, de revenir à 2 points de leur adversaire et donc d'être 6e sur cette poule de D2 qui sont 10. Et puis le RVHB qui a fait un petit peu l'actualité la semaine dernière, on l'a appris, qui a perdu son statut VAP, le statut de voie d'accès au professionnalisme, qui vise à baliser en quelque sorte le chemin d'accès vers la D1 et à s'assurer de la viabilité des clubs. Je vous propose qu'on écoute justement notre entretien sport de la semaine, c'était avec le président Joël Soulard et c'était à ce sujet. On avait des fonds propres négatifs depuis la saison 2022-2023, donc on avait 32 000 euros de fonds propres négatifs. Un plan d'appurement sur 2 ans que nous avait imposé la CNCG, qu'on avait commencé à réaliser, qu'on n'a pas réalisé complètement. Et donc le fait de ne pas l'avoir réalisé complètement ne permet pas d'avoir le statut VAP. Sauf que quand on a demandé le statut VAP, on n'avait pas pu donner nos comptes certifiés
Donc on était sur des approximations, on est sur des sommes qui sont peu importantes, 2% du budget. Donc bon, voilà. Donc c'est ce qui fait que la CNCG nous a enlevé le statut VAP, nous a remis un plan d'apurement à 2 ans, qu'on espère bien faire en une seule année, ce qui nous permettra de redemander le statut VAP pour la saison prochaine. Et puis pour cette année, objectivement, même si on faisait une grande fin de saison, je ne pense pas qu'on termine devant Clermont dans les 2 premiers. Et puis l'entretien est évidemment à retrouver dans son intégralité sur tvvendée.fr. On va passer au hockey sur glace. 13e journée de Division 2. Le Ogli qui recevait Évry-Viry. C'est l'une des seules équipes qui les avait battus au match aller. Les Franciliens qui sont entreprenants dès le début du match, les premières minutes avec quelques occasions dangereuses. Progressivement, ce sont les Lyonnais qui vont prendre la maîtrise du jeu et installer leur rythme. 8 minutes plus tard, Quentin Durand ouvre le score pour le Ogli, mais la réponse d'Evry est immédiate. Vous le voyez, égalisation 1 minute plus tard. En infériorité numérique, c'est Miska Varjosari qui redonne l'avantage aux locaux. Les Lyonnais qui continuent d'imposer leur puissance et qui enchaînent les buts avant la pause. Le Ogli mène 4-1 à l'issue du premier tiers-temps. Et puis au retour des vestiaires, c'est Évry qui va réagir. Les visiteurs vont réduire l'écart à 2 reprises et ils vont revenir à 4-3 en début de deuxième période. Mais cette réaction est de courte durée. La Roche hausse le ton et accélère son jeu pour reprendre le contrôle. Un contrôle presque total de la rencontre. En l'espace de quelques minutes, le Ogli creuse l'écart et mène 8-3 à la fin du deuxième tiers-temps. Puis en seconde période, les Lyonnais poursuivent leur domination. Tandis qu'on va avoir des petits moments de tension avec plusieurs pénalités de part et d'autre malgré les arrêts de jeu. Les Ogli continuent d'attaquer. Score final 11-3 pour La Roche. Victoire nette et spectaculaire. Voilà, je vous parlais des petits moments de tension. Victoire nette donc du Ogli et spectaculaire qui confirme sa solidité en ce début de saison. Je vous propose qu'on écoute les acteurs de ce match. C'était au micro de Thibaut Grasset. On était un peu sur les reculs au début du match. Donc, mais après, dès qu'on a commencé à jouer et faire les choses qu'on s'est dit dans le vestiaire, ça commençait à être bien. Après, on s'est mis dans la difficulté tout seul avec le début du deuxième tiers-temps, on était très laxiste. Ils sont revenus à 4-3 et après, on a su remonter les scores. Et après, bien sûr, il y avait des provocations et tout, mais ça fait partie aussi du jeu. On démarre super fort avec des buts dès le départ. Ils reviennent directement début du deuxième où on n'est pas dedans, on ne commence pas correctement. Après, on savait que ça allait être agressif en face, on était préparé à ça. Alors, je pense qu'on a su garder les émotions, travailler fort jusqu'à la fin du match, sans rien lâcher. Donc, c'est pour ça que le score en est là. On est un bon groupe de gars qui travaillent vraiment fort à chaque entraînement. Donc là, on est en pleine préparation pour les playoffs. Chaque match, chaque entraînement, chaque préparation physique, tout est fait pour être prêt pour les playoffs et aller le plus loin possible. Donc on est tous prêts, tous contents d'être là ensemble, à bosser ensemble. On a eu quelques difficultés, nous, sur 2-3 sorties de zone. On a eu des difficultés sur des entrées en zone et aussi sur concrétiser nos powerplays. Et ça nous a coûté au moins le premier tiers-temps facilement. Derrière ça, on a eu quelques occasions, même chose, on les a pas mises au fond, chose qui aurait pu changer le match. Et puis après, le cours du match a fait la différence. Ils ont eu des occasions, ils les ont mis au fond. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur un non-match de notre part et sur une très belle victoire de leur part. Et puis donc au classement, le Ogli qui reste leader de sa poule avec 29 points. Un petit mot de voile et puis du trophée Jules Verne. On parlait la semaine dernière de la team Sodebo qui était en avance sur le record au Cap Lewin. Eh bien, ils sont toujours en avance cette fois-ci au Cap Horn et se sont même offert un record du Pacifique. On peut voir les images de joie de tout l'équipage. Thomas Coville qui est bien sûr accompagné sur ce Sodebo Ultime 3. On va passer maintenant à la grosse actualité, l'une des grosses actualités de ce week-end, c'est Joris Delbov, le coureur de la Total Energy, qui a remporté les championnats de France de cyclocross. C'était à 3, écoutez-le à l'arrivée. J'avais dans la tête dès qu'ils ont annoncé que le France était ici, mais entre vouloir le faire et le faire, c'est pas la même chose. Donc je me suis retrouvé devant pratiquement dès le début de la course. Je pensais qu'on allait revenir sur moi et au final j'ai tenu jusqu'à l'arrivée. C'était très dur. Je pense que ça n'aurait pas été à la maison, j'aurais pas tenu aussi longtemps. Et j'ai senti tout de suite que j'étais bien, mais je voulais pas m'affoler parce que la course était très longue.
Mais techniquement, j'ai fait aucune erreur. Je me sentais vraiment très à l'aise. C'était l'une des premières fois de ma vie où j'étais aussi à l'aise. Et puis je suis parti tout de suite et sans vraiment attaquer. Et puis je me suis dit, tant pis, vas-y jusqu'à l'arrivée, puis on verra ce qui se passe. Donc Joris Elboff qui est dans la team Total Energy, et puis on va parler rapidement, avant de terminer l'émission, de volley, forcément, parce que dimanche il y avait du volley et La Roche qui s'est imposé 3-7-0 contre un concurrent direct, contre Coulennes dans cette poule de National 3 féminine. Je vous propose qu'on écoute l'entraîneur, les deux entraîneurs et la capitaine de La Roche, c'était au micro de Thibaut Grasset. On avait bien fini l'année 2025 avec une victoire contre un adversaire direct au Bleuet. Là, on confirme en battant le deuxième adversaire direct. On finit la phase aller maintenant avec une victoire d'avance sur les premiers relégables. Donc, le match, ça fait plaisir qu'il soit gagné. Et 3-0, c'est très bien. On sait qu'on est monté en tant que 5e de pré-national. Donc, l'enjeu, il n'était pas évident. Hein. C'était un beau challenge pour les filles et pour moi-même d'essayer d'amener cette équipe vers le maintien. C'est loin d'être fini. On n'est qu'à la mi-parcours. Le championnat, il est relevé. Hein. On a des équipes qui sont inaccessibles par rapport à notre niveau de jeu. Mais maintenant, on avait 2 matchs à gagner. On les a gagnés proprement, ces 2 matchs-là. Il faudra faire la même chose et, si possible, prendre des points sur d'autres équipes sur la phase retour. Et l'objectif du club sera tenu, quoi. Ça fait un début de saison où on se connaît, on a appris à jouer ensemble, on a des différences d'âge dans l'équipe. Mais finalement, là, ça commence à s'effacer. On est toutes là les unes pour les autres. Et je pense que c'est ça la force de notre collectif. Et c'est aussi un match à pression parce que on veut pas forcément descendre non plus. Donc on s'est dit, on est ensemble, on est concentrés, on y va. Et puis il y a des moments où on stresse forcément, mais ça s'est bien mis du coup, et tant mieux pour nous. Et puis donc au classement de cette poule de National 3, les Lyonnaises sont 10e et sortent de la zone rouge. C'est la fin de cette émission. Merci à tous, messieurs, d'être venus sur notre plateau. On vous souhaite une bonne deuxième partie de saison au Sable. L'émission est évidemment à retrouver sur notre site internet en replay tvvendée.fr. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Sébastien, notre chroniqueur, et puis en régie, Jeff, Marion et Olivier. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine.